dans l'état d'esprit de certains Américains. Écoutons un spécialiste de la Chine. Pierre-Antoine Donnet, vous êtes avec nous en direct, ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Vous signez La Chine, le grand prédateur aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous croyez cela? On le disait, c'est la pensée pas de tous les Américains, mais d'une partie des cercles dirigeants américains de dire il faut maintenant casser les reins de la Chine parce que sinon ce sera trop tard dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que ça habite la pensée d'une partie des Américains? Oui, certainement, mais vous savez, le vent est en train de tourner en ce qui concerne la puissance économique de la Chine. On était habitué pendant plusieurs décennies à des taux de croissance du PIB à 2 chiffres. Ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les prévisions officielles chinoises sont de 5,5% de croissance du PIB en 2022. Et tout porte à croire que ce sera beaucoup moins, ce sera aux alentours de 3,5%. Et ceci est doublé par également une démographie en panne. Le pays le plus peuplé du monde, dans quelques années, ce sera l'Inde et non plus la Chine. Donc ce que je veux dire, c'est que à l'époque, Mao Tse-tung qualifiait les États-Unis de tigre de papier. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, qui est le tigre de papier? C'est peut-être bientôt la Chine. Est-ce que l'armée chinoise, on va voir les chiffres dans un instant avec Kadia Doumbouya, parce qu'évidemment, on dit, il y a cette théorie selon laquelle ce serait une puissance économique, vous le rappeliez, Général Duterte, mais qui n'a pas vraiment d'ambition militaire. Dans l'intention, les chiffres, on va les voir tout de suite avec Kadi, mais dans l'intention, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce qu'il y a une Chine impériale aussi au sens militaire? Ah ben, ça, sans conteste, on l'a bien vu depuis l'arrivée des communistes au pouvoir à Pékin en 1950. Il y a eu le conflit en Inde en 1962, puis ensuite la tentative chinoise de donner une leçon au Vietnam en 1979. On voit aussi qu'aujourd'hui, la Chine est en train de militariser à très grande vitesse la mer de Chine du Sud, sur laquelle elle réclame sa souveraineté. Et ce sont 4 millions de kilomètres carrés. Donc c'est immense. Donc je ne dirais pas qu'il y a une volonté hégémoniste, mais expansionniste certainement. Alors est-ce que la Chine a les moyens militaires d'assumer tout ça? Moi, je pense que non. Parce qu'il y a là-dedans beaucoup de bluff. Alors et Pierre-Antoine ce qu'on Donnet. voit à l'égard de Taïwan... Oui. Restez avec nous, pardon, c'est très intéressant de vous entendre. La part de bluff, la part de vérité. Si on regarde chiffre en main, est-ce que l'empire chinois a aussi sa dimension militaire maintenant? Alors effectivement, sur le papier, l'armée chinoise est effectivement la plus puissante au monde. Regardez ce tableau qu'on vous a concocté. L'armée de Xi Jinping représente un peu plus de 2 millions de soldats actifs. En deuxième, on retrouve l'Inde, 1,5 million environ, et puis les États-Unis, 1,390 000, puis la Corée du Nord, et enfin la Russie. Xi Jinping, il a profondément remodelé en fait cette armée chinoise. C'est la plus puissante, mais ça ne lui suffit pas. Il s'est fixé pour objectif, et je le cite, une armée de classe mondiale d'ici à 2050. Alors, si ce terme est encore assez flou, il n'est pas clairement défini, Xi Jinping, il s'est appuyé depuis 2013, depuis qu'il est en fonction, sur une réforme organisationnelle de très très grande ampleur, avec notamment un retour à la discipline encore plus appuyée et une purge anticorruption radicale également, parce qu'il y a eu des cas de détournement, par exemple de détournement de fonds, d'achat de postes, de rangs, qui ont longtemps sévi apparemment au sein de l'armée populaire de libération. Et Xi Jinping, il a évidemment mis les moyens. Regardez, il a quasiment doublé le budget officiel de la défense du pays entre 2013 et 2021. On le voit clairement sur ce graphique, passant, on le voit, de 106 milliards de dollars à 209 milliards de dollars sur cette période. Et ça représente 1,7% de son PIB, Darius. C'est très impressionnant quand même pour ça. Général Duterte, est-ce que ça ne contredit pas quand même la thèse un peu rassurante quand on double? C'est doublé, c'est ça? Tout à fait. Oui. Quand on double son budget militaire, c'est pas pour jouer aux cartes d'habitude, c'est quand même qu'on a certaines intentions, non? C'est pour défendre. En tout cas, il n'y a pas de doute que la Chine s'arme. Elle a effectivement le plus grand effectif au monde, mais la qualité n'est pas là. D'ailleurs, lui-même, le président Xi Jinping le dit. Il le dit, je me fixe en 2050 pour avoir une défense de niveau de classe mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est pas au niveau des meilleurs équipements. Et puis, ne sous-estimons jamais les moyens de Taïwan. Taïwan, c'est un porte-avions ancré, mais lui, on ne peut pas le couler. Hein. Ce n'est pas avec un zircon qu'on va couler Taïwan. Hein. Et ils sont extrêmement équipés, ils sont extrêmement intelligents, ils sont très entraînés. Et très aidés. Et c'est un blocos.
Et ils sont à 130 km des côtes. Donc aujourd'hui, il y a un bon équilibre, mais effectivement, plusieurs porte-avions ont été mis en service du côté de la Chine. Ils essaient de développer leurs avions militaires. Je vous rappelle que depuis des années, ils essaient de développer aussi leur Airbus chinois. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils ne volent pas leur Airbus chinois. Pour les porte-avions, ils ont réussi, mais le premier porte-avions, c'était un porte-avions russe. Ils nous ont racheté notre ferraille parce qu'en fait, on en avait deux. Il nous reste encore l'amiral Kuznetsov. Vous savez pourquoi c'est de la ferraille ? C'est un porte-avions qu'on le voit quand il est à l'océan, il marche au diesel. Et donc, vous voyez la fumée à 100 miles. Vous voyez la fumée. Ça a fait la risée lorsqu'ils ont fait le déplacement de la mer du Nord vers la Méditerranée. C'est passé. Mais, en fait, même les Russes, on s'est fondu la figure par rapport à ça. Vous avez donné le chiffre de 200 millions de budget militaire. Le budget militaire de Pentagone, c'est 4 fois plus. Milliards. 200 milliards. Le budget militaire de Pentagone, c'est 4 fois plus. Ouais, 4 fois plus. Et sur des années et des années. Ça veut dire que les États-Unis en cumulent de dépenses militaires. Les Chinois n'arrivent même pas à 20% de ce que les Américains possèdent. Gallagher. Non, et par ailleurs, je pense que ces chiffres sont impressionnants, mais si le conflit russo-ukrainien nous apprend quelque chose, c'est qu'ils sont trompeurs, parce que la masse, ça n'est pas tout. Encore faut-il avoir la qualité de commandement, la capacité à manœuvrer, l'interopérabilité, la capacité à faire fonctionner ensemble des forces aériennes, terrestres, maritimes. Donc, et on se rappelle toutes les déclarations fantaisistes. On parlait de l'Irak, la 4e armée du monde. Tous les journalistes en boucle dans le monde entier répétaient ça. Oui. On a vu que c'était pas tout à fait ça. Mais il y a un moment de vérité, je pense aussi pour cette Chine dans son choix ou non de projeter cette puissance, notamment sur le front diplomatique. C'est que la partie ukrainienne, en la voix de Volodymyr Zelensky, le président a fait un choix. Il se tourne vers Xi Jinping en disant au leader chinois, c'est vous qui avez les clés potentiellement de la paix. Et en utilisant un argument très intéressant, en disant, vous avez un intérêt économique à faire la paix entre la Russie et l'Ukraine, parce que cette guerre coûte cher, elle fait monter le prix des matières premières et elle appauvrit vos clients. Est-ce que Xi Jinping va répondre à cet appel ? Ça va être un vrai... Pierre-Antoine Donnet, qu'est-ce qu'il y a précisément dans la tête de Xi Jinping ? On sait quelques éléments de lui. L'énorme puissance qu'il a, la durée qu'il se donne, il est issu, n'est-ce pas, de ce monde du Parti communiste. C'est vraiment une espèce d'élite de nomenclatura. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un Xi Jinping ? Écoutez, il est en fait placé devant un choix cornélien. Parce que la réunification, comme il dit, de Taïwan à la mère patrie au continent chinois, c'est un objectif qui existe depuis maintenant 1950, mais c'est devenu d'autant plus aigu aujourd'hui que Xi Jinping joue sa crédibilité dans cette réunification. Il a dit il y a déjà 2 ans maintenant que cette réunification devait se faire dans la génération présente. Ça veut dire au maximum d'ici 15 ans. Et on voit bien que les efforts militaires chinois tendent vers cela. Tous les efforts vont dans ce sens. Et les experts américains pensent qu'ils en auront la capacité autour de 2027. Personnellement, je pense que cette vision est beaucoup trop optimiste pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure, mais aussi parce qu'en face de la Chine, il y a aujourd'hui une coalition qui est de plus en plus large. Parce que, outre les États-Unis, il y a le Japon qui, malgré la constitution pacifique qu'il a dû adopter en 1948 sous la dictée des Américains, aujourd'hui change énormément. Et le Premier ministre actuel l'a bien dit, que la menace aujourd'hui, c'était la menace chinoise. Pareil pour la Corée du Sud, pareil pour l'Australie, pareil pour l'Inde. Donc aujourd'hui, la Chine est face à une très large coalition. Pierre-Antoine Donnet, est-ce qu'il y a un désir de revanche historique, centenaire ? J'aimerais qu'on revoie une caricature, c'est celle qu'on montre le plus dans les manuels d'histoire, qui date de 1898, c'est la fameuse caricature. On voit qu'elle est française parce que c'est la République française qui est représentée sous les traits les plus flatteurs. C'est une dame plutôt aimable qui se penche avec une certaine grâce sur le... Et en réalité, c'est toute la brutalité des puissances coloniales occidentales qui découpaient la Chine à l'époque. On voit la reine Victoria, on voit Guillaume de Prusse, on voit Nicolas II, votre copain Nicolas II de Russie, la France donc, la République française, et puis un samouraï qui représente le Japon.
Et pour un Chinois, évidemment, c'était l'horreur, ça. Hein. C'était les puissances coloniales qui se gavaient sur le dos de la Chine. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche historique, de dire c'est notre heure à nous, Chinois? Écoutez, absolument. Ces deux guerres de l'opium ont été ressenties et le sont toujours comme une humiliation profonde du peuple chinois. Donc ce désir de revanche est là, mais il faut bien aussi remettre tout ça dans la perspective de ce que c'était à l'époque. À l'époque, l'impératrice Cixi, plutôt que d'armer une puissance navale qui soit en mesure de résister à l'agression occidentale, elle se faisait construire des palais extrêmement luxueux, dont le palais d'été. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Xi Jinping et toute l'élite du Parti communiste jouent là-dessus pour faire vibrer cette corde nationaliste, pour exacerber un nationalisme pour justement y arriver. Mais encore une fois, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un point de bascule où le monde extérieur, et en particulier le monde occidental, se réveille sur ce qu'est la puissance chinoise aujourd'hui et surtout quelle est la nature de la menace de la Chine pour le monde entier. Pierre-Antoine Donnet, merci beaucoup. Je recommande votre livre « Chine, le grand prédateur » aux éditions de l'Aube. Ce désir de revanche, c'est très frappant, rime quand même quand on revoit la caricature de 1890. Pour nous, on n'y repense plus. Pour les Chinois, c'est très présent. L'ambassadeur Lou Shaye qui était là, quand tu lui remontes par la caricature, tout ça est encore très tripal.